Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait quasiment 6 mois. Donc ce sera ma première vidéo pour cette nouvelle année 2018. J'ai eu 2-3 autres choses à faire à côté, donc j'ai un peu mis ça de côté. Je vais essayer de reprendre un peu plus périodiquement, faire des essais un peu plus fréquemment, disons. Un peu comme ce que j'avais fait, disons, fin d'année dernière. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer le déballage et un petit tour d'horizon du Meizu Pro 7, qui est un smartphone qui est sorti vers la fin, le 3 ou le 4e trimestre de l'année dernière. C'est un smartphone qui se veut ultra haut de gamme de par ses performances, du moins sur le papier. Il a un design assez sympa, il a une petite particularité qui est un deuxième écran sur le dos, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un smartphone qui moi m'a beaucoup plu parce que j'ai toujours eu un petit peu d'affinité avec Meizu, bien qu'il y a toujours eu quelques problèmes chez eux, que ce soit au niveau du suivi des hardware ou des software plutôt, de la qualité des mises à jour, etc. Donc on va partir sur ce Pro 7 qui se veut définitivement haut de gamme et surtout destiné au marché européen. Donc ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur, quoi. Alors pour la boîte, assez original, c'est une boîte en deux parties avec un couvercle qui ne copie pas vraiment ce que fait Huawei aujourd'hui, mais qui s'en inspire beaucoup. Donc vous avez cette partie en polycarbonate qui se détache classiquement, qu'on va mettre ici. Ensuite, vous sortez le coffret intérieur qui présente plutôt bien. On est vraiment un peu dans le design pour ceux qui ont déjà eu quelques Huawei ou Honor, avec le smartphone rangé dans ce sens-là. Un design assez propre, après ça reste une boîte, on va pas non plus s'enflammer. Pour ce qui est du smartphone, donc ça c'est une version noire, il existe également en rouge il me semble et en bleu peut-être. Donc c'est un smartphone qui est vraiment joli, moi je le trouve vraiment sympa, il a un dos en côté aluminium mais avec cette espèce d'aspect un peu ardoise. Donc ça a un bon côté, c'est que c'est plutôt agréable en main. Par contre, le défaut, c'est que c'est très sensible aux traces de doigts et aux taches de graisse. Donc pour les maniaques, ce sera un peu le même problème que sur le Huawei P10 et le P10 Plus. Vous verrez toutes les traces de doigts tout au long de la journée, qui ne s'enlèveront pas avec un simple coup sur le jeans ou sur le t-shirt. Il faudra vraiment frotter avec un petit chiffon microfibre pour les enlever. Maniaque comme je suis, moi c'est un truc qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que j'ai privilégié quand j'avais utilisé le Huawei P10 Plus ou le P10 classique, les couleurs blanches ou argent. Donc voilà. Pour ce qui est de la face avant, on retrouve un écran de 5,2 pouces, donc c'est une définition Full HD. Ça fait à peu près 420-424 pixels par pouce, donc c'est largement suffisant pour tout ce qui est usage quotidien, sauf si vous voulez faire de la réalité augmentée. Je pense pas qu'il y ait un grand essor ou une grande volonté des constructeurs de se lancer vraiment dans la réalité augmentée aujourd'hui sur les smartphones parce que la technologie des écrans ne le permet pas de manière convenable. Donc l'écran fait 5,2 pouces, il représente environ 72% de la face avant, donc ce qui est plutôt correct. C'est une technologie Super AMOLED, donc le Super AMOLED a deux avantages principaux, qui est une colorimétrie et un taux de contraste qui est infini. Enfin, je veux dire, les noirs ne se mesurent pas parce que, en fait, le noir sur un écran AMOLED, c'est simplement l'absence d'alimentation électrique au niveau des LED. Donc un noir, c'est un vrai noir qui ne se mesure pas. C'est pas comme un écran LCD où l'orientation du pixel génère du gris ou du noir. C'est vraiment une absence d'alimentation électrique. Donc l'écran est vraiment éteint. C'est ce qui permet aujourd'hui à Samsung et pas mal de constructeurs d'avoir le système Always On qui consomme uniquement les zones affichées. C'est-à-dire si vous avez ce fond d'écran qui est entièrement noir et vous avez la montre affichée, bah seulement ces pixels ici seront allumés. Ce qui permet un second bon point qui est une autonomie record des batteries parce qu'il y a seulement la partie de l'écran allumée qui fonctionne. Donc ça c'est un point assez sympa. Pour ce qui est du processeur, on est sur une puce Mediatek, donc c'est une 6757T Helio, donc c'est du P25. C'est un processeur à 8 cœurs. Pour ce qui est de la partie stockage, vous avez 64 Go de stockage d'origine, 4 Go de RAM. Vous n'avez pas possibilité d'extension par carte micro SD, c'est un petit peu dommage, mais bon, 64 Go, ça reste relativement convenable. On ira voir ensuite qu'est-ce qui nous reste comme capacité une fois l'OS installé et les applications de base installées.
Pour ce qui est de l'appareil photo, petite particularité ici, vous avez deux capteurs photo. Donc vous avez un capteur photo 12 mégapixels qui est un classique. C'est un capteur photo Sony IMX 386 qui ouvre à f2. Donc c'est un appareil photo qu'on retrouve sur énormément de smartphones. Et de l'autre côté, vous avez également le même capteur, par contre, qui sera en monochrome. Donc un peu comme ce que fait aujourd'hui Huawei et Honor. Un capteur couleur et un capteur noir et blanc. Il n'y a pas de partenariat avec un constructeur particulier d'appareils photo, mais ça n'empêche que ça permet une petite créativité sur les photos qui est plutôt sympa. Sur la face avant, on retrouvera un capteur de 16 mégapixels, qui est un capteur avec une ouverture également de f2. Donc plus l'ouverture est grande, plus le chiffre est bas, et plus ça permet d'obtenir plus de luminosité et aussi une profondeur de champ réduite, ce qui permet d'extraire le sujet du fond de la photo, et ce qui donne ce fameux effet bokeh qu'on pouvait avoir à l'époque avec ce genre d'appareil photo et les appareils photo pro aujourd'hui, qui est dans une moindre mesure retrouvé dans ce genre de situation avec ces smartphones. Pour ce qui est du reste de la boîte, alors, on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose pas grand-chose, hein, j'ai l'impression. Je sais même pas s'il y aura une coque de protection. Je ne crois pas. Non, simplement vous retrouvez des écouteurs qui sont un petit peu inspirés, ou du moins la boîte ressemble un peu à ce que propose Apple avec les AirPods. La grosse qualité de ce smartphone, si vous êtes un peu mélomane, c'est vraiment la sortie audio, qui est vraiment, moi je trouve très puissante, des basses présentes. On est vraiment face à un concurrent des sorties jack Apple et Lightning. Faut savoir que Meizu à l'origine fabriquait énormément de lecteurs MP3 à l'époque, et de matériel audio en général. Donc ils ont vraiment réussi à retranscrire toutes ces connaissances dans ce smartphone. Et donc vous avez vraiment une qualité audio qui est vraiment top. Donc j'ai pas essayé les écouteurs, pardon. Par contre, j'ai essayé les écouteurs avec mes écouteurs classiques Bluetooth et les écouteurs filaires AirPods. Mais c'est vraiment un très bon smartphone pour ce qui est de la partie audio. Donc les écouteurs ont l'air plutôt jolis, plutôt confortables. C'est pas des intras, c'est des écouteurs qui sont externes. Mais ça a l'air plutôt propre, plutôt bien fini. Le chargeur, quant à lui, c'est un chargeur classique. On va juste regarder son ampérage. Donc c'est un chargeur qui est à 2 ampères. Donc il n'y a pas le certificat Fast Charge sur le Meizu. Mais ça peut laisser penser à une recharge relativement rapide à 2 ampères. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre d'intéressant au niveau de ce Meizu? Tac, je pense pas qu'il y aurait de... Ah, si, voilà. Donc ici, vous aurez également une petite coque, une coque caoutchouc classique pour protéger le smartphone des petites intempéries classiques de la vie. Vous avez quelques petites notices. Un câble classique, donc c'est de l'USB type C, qui permet en plus de recharger un petit peu plus rapidement et en plus de transférer des données de manière plus efficace. Et un petit bumper, ou une petite coque en PVC, je pense, ou polycarbonate, un truc assez rigide, avec la petite découpe pour mettre l'écran, qui a le mérite d'être fourni. Beaucoup de constructeurs de grande renommée ne fournissent jamais d'accessoires avec leur smartphone. Donc Meizu a pris le soin quand même d'en fournir, ce qui est plutôt sympa et toujours bon à prendre. Même si c'est pas un smartphone qui vaut 1000 €, il est quand même vendu 449 €, enfin du moins il l'était à sa sortie il y a quelques mois. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir le protéger à moindre coût et sans avoir à faire de commandes tierces d'équipements ou d'accessoires. Donc pour ce qui est, on va essayer de l'enlever, elle tient plutôt bien. Tac. Vous avez une petite gravure Meizu qui est plutôt sympa sur le côté. Voilà pour la partie accessoires. Alors, je vais remballer juste tout ce foutoir. On va mettre ça là. Tac. Donc pour ce qui est du smartphone, comme je l'ai expliqué, c'est un écran AMOLED. Donc les couleurs sont vraiment agréables. C'est flashy, mais sans être dans ce que proposait Samsung il y a encore 2 ans, c'est-à-dire on n'est pas dans c'est pas des couleurs qui dégoulinent, c'est pas vraiment agressif à l'œil. Les verts et les bleus et les rouges sont plutôt bien nuancés. Donc on a tout l'avantage de la technologie AMOLED avec des contrastes prononcés, des noirs très profonds, mais on n'a pas cette surbrillance et cette saturation de couleurs qui est assez désagréable.
Pour ce qui est de l'appareil photo, je l'ai trouvé plutôt performant. Le problème principal avec Meizu, quand j'en ai eu facilement une dizaine des Meizu, c'est toujours cette balance des blancs qui en réglage automatique aura tendance à partir vers des jaunes. Donc ça c'est quelque chose qui est désagréable, mais fort heureusement on peut le régler en travaillant en mode manuel au niveau des photographies. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir un réglage à 100% sur son smartphone qui, entre guillemets, on peut gérer le temps de pause, on pourra gérer la balance des blancs, donc vraiment si vous avez un ciel bleu, si vous avez un ciel nuageux, si vous êtes sous un néon, c'est très important de gérer sa balance des blancs pour avoir des blancs qui ressortent de couleur naturelle et vraie, parce que d'origine, comme je l'ai expliqué, ça sort un petit peu jaune, c'est un peu dommage. Vous avez plusieurs modes de créativité, donc vous avez un mode maquillage, ça c'est typique des smartphones chinois, ils sont assez friands. Vous avez le mode pro, comme je l'ai expliqué, où là vous pouvez régler absolument tout. Vous pouvez régler, comme je l'ai expliqué, le temps de pause, les ISO. Ça c'est la distance de mise au point. Vous pouvez compenser l'exposition, donc si vous êtes en contre-jour, si vous avez le soleil de face ou dans le dos, vous pouvez essayer de rattraper un petit peu tout ça. Vous pouvez régler dans une moindre mesure la saturation, le contraste, et voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, la balance des blancs, qui est très importante en photographie et qui nativement chez Meizu a tendance à tirer vers le jaune, comme c'était le cas à l'époque sur les produits Apple, qui a été corrigé heureusement aujourd'hui. Vous avez un mode ralenti qui permet de faire des vidéos ralenties assez sympas. Le smartphone filme en 4K, donc c'est tout à fait honorable, c'est plutôt fluide, il n'y a pas trop de saccades, moi je trouve que c'est très honorable pour le prix du smartphone et le segment sur lequel on le vend. Et vous avez ce fameux mode noir et blanc, donc c'est le même capteur, enfin c'est le second capteur 12 mégapixels f2 qui n'a pas de stabilisation, aucun des deux n'est stabilisé, qui permet ces prises de photos en noir et blanc. C'est vraiment un capteur sans matrice de Bayer, donc vraiment un capteur RGB, c'est pas un filtre qui vient dégrader la couleur. On est vraiment sur un produit similaire à ce que proposent aujourd'hui Huawei et Honor. Et le rendu est plutôt sympa, on n'a pas le piqué et le caractère Leica qu'on peut retrouver chez Huawei, même si le partenariat, on le sait, est plutôt commercial. Il y a quand même un travail d'algorithme qui est fait par Leica sur le calcul des noirs et des blancs. Et donc si vous êtes amateur de photos et vous n'avez pas un budget énorme, bien qu'aujourd'hui le Huawei P10 se vend dans les mêmes ordres de prix, il est vraiment pas ridicule. Le Meizu Pro 7 est vraiment intéressant. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est plutôt bonne. C'est une batterie de 3000 mAh, donc c'est pas une capacité énorme, mais comme je l'ai dit, avec un écran AMOLED, ça permet d'économiser énormément de batterie et vous tenez facilement 2 jours avec ce smartphone en utilisation classique, c'est-à-dire quelques consultations de mails, des réseaux sociaux, 2-3 photos par jour, etc. Après, si vous partez sur un visionnage YouTube pendant 3 heures, c'est sûr que là, la batterie va quand même fondre assez rapidement. Mais grâce à l'USB type C, au chargeur de 2 A, on arrive à le recharger très rapidement. On a facilement 30 ou 40% de batterie en moins d'1 heure, quoi. Donc c'est assez performant. Sinon, quoi vous dire d'autre sur ce smartphone ? Il tourne sur Android 7.0, donc c'est la dernière version qu'il y avait lors de la sortie de ce smartphone. On va juste aller voir ici. Tac. Alors, Android 7.0, vous avez Flyme, donc qui est la surcouche Meizu Flyme 6.1.3.0G, qui est elle aussi la dernière version. C'est une version plutôt sympa, qui est assez aboutie, il n'y a plus trop de problèmes de traduction. Donc c'est un bon point parce que sur les anciens, les MX5, MX6 ou M6 ou Meizu 6 Pro, il y avait encore pas mal de petites traductions assez aléatoires. La petite particularité, comme je l'ai dit, c'est cet écran. Donc c'est un écran qui est tactile, c'est un écran qui est également AMOLED, sur lequel on peut afficher la météo, classiquement. On peut déjà afficher l'heure et la météo dans la région dans laquelle on est. On peut afficher un widget météo sur la destination qui vous intéresse. Et vous avez également un podomètre qui fonctionne plutôt bien. Moi, je m'en suis servi, bon là, ça va pas marcher, je pense. Je m'en suis servi quelques jours et ça marchait plutôt bien. Ne cherchez pas par contre à le remettre à 0, il se remet à 0 automatiquement à minuit chaque jour. Donc c'est vraiment un podomètre journalier qui ne permet pas de faire des statistiques ou d'enregistrer des distances, c'est simplement pour savoir dans la journée combien de pas vous avez fait. Cet écran, il est paramétrable, vous avez ici un petit onglet. Donc comme je l'ai expliqué, podomètre, météo, vous pouvez également avoir un appareil photo.
Donc, alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Appareil photo. Il me semble qu'il y a un geste. Voilà, vous voyez ici, là, en fait, en glissant vers le haut, vous pouvez faire une photo avec le capteur principal et en fait vous voir comme si vous faisiez un selfie, donc c'est plutôt sympa. Vous avez en plus plusieurs modes. Vous avez le mode original, donc classique, le mode beauté, qui aura tendance un peu à lisser et puis à vous pomponner un petit peu. Et un mode flou, donc ce mode flou génère un espèce de bokeh autour de votre visage, mais c'est pas forcément réussi, l'algorithme ne calcule pas aussi bien que ce que peut proposer aujourd'hui Huawei ou Apple. Mais ça a le mérite de faire des photos assez sympas quand vous êtes assez détaché du fond, et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, pour ce petit écran, il n'a pas vraiment d'intérêt en fait, hein, c'est vraiment un gadget en plus qui permet finalement de voir les notifications arriver sur votre téléphone quand le téléphone est posé sur l'écran. Je ne sais pas qui pose son téléphone sur l'écran, mais apparemment ça arrive. Et voilà, c'est un petit gadget qui fait sourire, qui interpelle un peu quand vous sortez ce téléphone. Et donc il a le mérite d'exister. Il y aura peut-être des évolutions de la part de Meizu pour affecter d'autres applications et d'autres widgets à cet écran arrière. Mais moi je trouve ça plutôt cool. Pour ce qui est de la finition, la construction est vraiment impeccable. C'est vraiment un smartphone qui est bien fini, monobloc. Il n'y a rien vraiment qui dépasse. Les doubles capteurs photo dépassent légèrement, mais c'est vraiment minime. Les photos en plein jour sont vraiment propres, réussies. L'écran OLED, il est vraiment sympa, comme je l'ai expliqué. Il sature pas les couleurs, on a une belle luminosité. L'autonomie au top. Et le rendu audio, comme je l'ai dit, la sortie jack est vraiment de haute qualité. J'ai rarement eu l'occasion d'en tester des aussi aboutis. Et donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Pour ce qui est des points un peu faibles, on aurait pu un peu améliorer encore l'ergonomie et réduire le taux d'occupation, enfin augmenter le taux d'occupation de l'écran. La qualité des photos en basse lumière ou de nuit, si vous travaillez en mode automatique, sera un petit peu entre guillemets dégueulasse, on peut le dire. Il y a vraiment une forte montée en ISO qui va vous bruiter toutes les photos, donc je vous conseille vraiment de travailler, si vous le voulez, avec un petit trépied et jouer sur le temps de pause sans monter dans les ISO de manière abusive. Et là, vous aurez des clichés relativement corrects. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'est pas étanche, il n'y a pas d'emplacement micro SD. Nativement, vous n'aurez pas le Play Store, vous n'avez pas YouTube, le Play Store, etc. parce que Meizu n'est pas à l'origine destiné sur le marché européen. Il y a toujours eu ce petit souci avec Meizu de fournir le Play Store dès l'origine. Donc pour ce faire, vous devez aller dans l'App Store Meizu, qui est l'App Store maison, chercher le pack Google, c'est bien expliqué hein, dans la boîte, cherchez le pack Google et à partir de là, vous pourrez télécharger Play Store, YouTube, etc. Et ensuite, vous naviguerez sur le Play Store Google original comme n'importe quel smartphone. Sinon, j'avais pas d'autres remarques sur ce smartphone. Il est vraiment sympa. Moi, je trouve qu'il dénote un peu. Il a le mérite d'exister dans un domaine où tout est assez classique. Maintenant, on est parti sur un format 18/9. Tout le monde fait que du format 18/9. Ils ont pris le parti de faire un smartphone à un format classique, en y ajoutant un petit écran à l'arrière, un double capteur photo couleur noir et blanc, un capteur frontal qui fait vraiment des bonnes photos à 16 mégapixels avec une ouverture à f2. Donc pour moi, c'est vraiment un téléphone qui a le mérite, qui mérite d'être un peu plus connu. Parce qu'il y a vraiment une politique de bouder Meizu de par son passé un peu approximatif sur les smartphones. Mais je pense que c'est un constructeur qu'on va devoir surveiller dans les années à venir. Et ce genre de produit est absolument enthousiaste, je trouve. Enthousiasmant plutôt. Donc voilà. Donc si vous aviez des doutes, si vous hésitez entre partir sur un smartphone plus cher parce que vous pensez que ce Meizu n'avait pas du tout les moyens de concurrencer, vous pouvez foncer, honnêtement, si vous aimez la photographie, la musique, si vous aimez les téléphones un petit peu particuliers et si vous voulez vous dénoter par rapport au paysage smartphone aujourd'hui, ce Meizu est tout à fait pour vous, il remplit parfaitement sa fiche mission. Et pour le prix qui est aussi aujourd'hui entre 399 et 449 €, c'est vraiment un bon concurrent des smartphones classiques. Voilà, donc j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je remercie le magasin As du Cash de Strasbourg pour m'avoir fait le prêt de ce smartphone. C'est un smartphone qui sera disponible à la vente chez eux si jamais il vous intéresse et vous êtes dans la région.
N'hésitez pas, c'est près de la gare de Strasbourg, donc si jamais vous le recherchez en occasion, il est vendu à un prix tout à fait sympathique. Voilà, donc je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.